Dans les montagnes de Sibérie, le vent ne prévient jamais. Il hurle entre les crêtes, déchire les nuages et fait disparaître les cris dans le brouillard. Cette tragédie n'a encore aucune explication. Tout commence avec 6 étudiants du club de randonnée Azimut. À leur côté, Ludmila Korovina, 41 ans. Instructrice aguerrie, respectée dans tout le Kazakhstan pour ses expéditions. Ils ont un sacré projet, parcourir plus de 200 km à travers la taïga et les cols glacés. Une expédition de haut niveau qui a nécessité plusieurs mois de préparation. Quand le groupe quitte la station de Murino, le temps est déjà mauvais. De la pluie qui n'arrête pas, des vents froids et les sentiers sont boueux. Pendant 3 jours, ils avancent malgré tout. Trempés et frigorifiés, leurs tentes battues par la tempête, les sacs de couchage humides, les cordages cèdent, les nuits sont longues. Mais un matin, sous un ciel gris, au moment de plier le camp, tout bascule. Alexander s'effondre le premier. Il tombe au sol, le visage crispé, de la mousse s'échappe de sa bouche, du sang de ses oreilles, les yeux se révulsent et il meurt en quelques secondes. Ludmila, l'instructrice, court dans sa direction, hurle, convulse et s'effondre au même endroit. Arrêt cardiaque brutal. Le chaos s'installe. Un troisième, Filipenko, s'agrippe la gorge comme s'il s'étouffait, se frappant la tête contre une pierre. 3 autres s'enfuient en descendant la porte, mais trop tard. Ils se mettent à vomir du sang. En moins de 10 minutes, 6 membres du groupe sont morts, sans raison. Seule Valentina, 17 ans, reste debout, paniquée, tremblante. Pendant plusieurs jours, elle erre seule dans les montagnes, sans nourriture, sans abri. Quand des kayakistes la découvrent enfin, elle est méconnaissable. Couverte de sang, les yeux vides, incapable d'articuler une phrase. Et le plus terrible, c'est que les secours ne bougent pas. Aucune recherche officielle des corps avant presque 3 semaines. C'est par hasard qu'un hélicoptère, cherchant d'autres randonneurs disparus, repère leur corps. Les secouristes racontent une scène assez étrange. Aucun bruit, des corps momifiés, les yeux décomposés. Certains étaient pieds nus, d'autres en simple tenue de sport, comme s'ils avaient arraché leurs vêtements avant de mourir. Les autopsies parleront d'hypothermie, mais ça ne colle pas. Sang, mousse, convulsions, alors les théories se multiplient. Certains évoquent les infrasons produits par des vents catabatiques, des sons si graves qu'ils déclenchent panique, désorientation, voire arrêt cardiaque. Il y a aussi la piste de la nourriture contaminée, des champignons toxiques, d'émanations de gaz ou de l'eau polluée venant du lac Baïkal. Problème, rien ne colle avec la brièveté et la violence des symptômes. Une seule piste fait un sans faute, le drame a eu lieu ici. Une zone infestée de bases militaires, dont des sites toujours classifiés dont on ne saura peut-être jamais rien. L'URSS développait toujours le projet Foliant, visant à créer les agents les plus neurotoxiques au monde, dont le fameux Novichok. Sur internet, on parle de sources indiquant de possibles tests de l'agent dans les montagnes de Bouriatia, entre 10 à 50 km de l'accident. Donc des tests anciens, pas à côté, ça colle pas. À moins que le vent fasse des siennes. La dose létale du Novichok, quelques milligrammes. En pleine débâcle de l'URSS, aurait donc pu assister à une fuite d'aérosols charniers à travers les montagnes. Ça expliquerait aussi pourquoi les autorités ont autant traîné des pieds. Mais aucune certitude, juste des théories. Les autopsies n'ont rien trouvé, et en même temps, vu ce qui s'est passé... Pendant 25 ans, Valentina a gardé le silence. Aucune interview, aucune apparition publique, jusqu'à ce qu'en 2018, elle accepte enfin de parler. Ses souvenirs sont flous, parfois contradictoires. Certains pensent qu'elle cache encore quelque chose, ou qu'elle-même ne sait plus vraiment ce qui s'est passé là-haut. Aujourd'hui encore, le mystère du Kamar Daban reste entier. Un drame figé dans la brume, souvent comparé à l'affaire Dyatlov. Une histoire qu'on a déjà traitée dans une ancienne vidéo, et comme ça vous a plu, et nous aussi, voici 3 nouvelles histoires en montagne à vous glacer le sang. Et pour ça, j'ai ramené les copains de Sportrash. Se lancer dans un titre mobile qui a cumulé plus de 10 ans d'histoire et de monstres à collectionner, ou reprendre après une longue absence, c'est décourageant. Comment rattraper les millions de joueurs déjà bien installés? C'est à ce problème que répond la mise à jour Tomorrow, du classique de la fantasy au tour par tour, Summoner's War. Un gain massif de qualité de vie pour une progression rapide, plus de récompenses et plus de fun. Fini de saigner pour vous équiper, la chance d'Amelia booste vos premières missions quotidiennes en multipliant par 5 l'apparition de runes légendaires. Et s'ajoute à ça leur
nouveau mode, bataille d'éclaireurs, 8 heures ou 200 combats automatiques pendant que votre jeu est fermé. Fini de peiner pour améliorer vos champions, donjons et raids dimensionnels rapportent désormais bien plus. L'éveil secondaire qui prenait une semaine avant se complète en une seule journée. Surtout, fini de galérer pour invoquer les bons monstres sur les plus de 1000 disponibles, ciblez vos 24 favoris parmi les 4 étoiles. Quant aux 5 étoiles les plus rares, ils sont présélectionnés pour être accessibles aux nouveaux joueurs. Débutants comme vétérans, c'est le bon moment pour se lancer dans l'aventure Summoner's War, en profitant des bonus de la mise à jour Tomorrow grâce à notre lien en description. Le cannibale du Colorado. 6 hommes s'aventurent dans les monts San Juan à la recherche d'or. Ils sont pleins d'espoir. À leur tête, un prétendu guide, Alfred Packer. Vétéran de la guerre, habitué aux chemins perdus, mais surtout un menteur. Avant leur départ, le chef indien Urey les avait prévenus. N'y allez pas, l'hiver va vous tuer. Ils n'ont pas écouté. Ils quittent le campement avec quelques vivres, de l'or et des armes. Mais très vite, la montagne se referme sur eux. Les tempêtes s'enchaînent, le froid brûle la peau, la neige tombe sans fin. Pendant 2 mois, plus personne n'entend parler d'eux. Puis un jour, un homme surgit du néant. Sale, fatigué, mais vivant. C'est Alfred et il est tout seul. Il n'a pas l'air affamé, il marche droit, parle calmement et surtout, il a de l'argent plein les poches. Des portefeuilles, des bijoux, une carabine, tout appartenait à ses compagnons disparus. Quand on lui demande ce qu'il s'est passé, il répond simplement « Ils m'ont laissé derrière, j'ai survécu seul ». Ses mains tremblent et dans son regard, il y a autre chose. Une lueur qu'on ne voit pas chez un survivant. Les enquêteurs le pressent et finalement, il craque. Il lâche, ce ne serait pas la première fois que des hommes affamés se mangent entre eux. La confession qui suit est monstrueuse. Il dit que la faim les a pris lentement comme un poison. Que le plus âgé s'est effondré au bout de 10 jours, épuisé et gelé. Qu'ils ont attendu longtemps, puis ils ont compris. Il fallait choisir entre mourir ou manger. Alors, ils ont découpé son corps. Et pour la première fois, la ligne a été franchie. Les jours passent, un autre meurt, puis un autre. Certains accidentellement, dit-il, un coup de feu mal parti, une dispute près du feu. Des gestes qu'ils prétendent ne pas comprendre. Et quand il n'en reste plus que 2, la folie s'installe. Son dernier compagnon devient violent, incontrôlable. Il attaque, armé d'une hache, Packer se défend, tire, et survit 14 jours de plus. 14 jours dans un silence de neige et de chair. Mais quelque chose cloche. Quelques mois plus tard, des randonneurs tombent par hasard sur le camp. Les 5 corps sont là, tous ensemble, et pas dispersés comme il l'avait dit. Les crânes sont brisés et les chairs méthodiquement découpées. Certains ont été frappés pendant leur sommeil, et autour d'eux, des os rangés jusqu'à la moelle. Alors, Alfred est arrêté, mais il s'évade. 9 ans de fuite, 9 ans à changer de nom, à boire dans les saloons de l'Ouest, jusqu'au jour où le hasard le rattrape, reconnu dans un bar du Wyoming. Cette fois-ci, son histoire change. Il raconte qu'ils avaient tous atteint un camp perdu au milieu des montagnes, celui de Deadman's Gulch. Il part seul, en éclaireur, cherchant une route vers la vallée. Et quand il est revenu, il n'y avait plus rien d'humain. Autour du feu, ses compagnons gisaient dans le sang. Et près d'eux, le rouquin, assis, les mains couvertes de chair, il mangeait. Quand le regard se croise, l'homme se lève, la hache dans la main. Packer tire, une seule balle, et le silence retombe. Son procès devient alors un spectacle. Toute la ville accourt pour voir le cannibale du Colorado. Les témoins parlent d'un homme manipulateur, froid, calculateur, et le jury n'hésite pas. Coupable. Vous avez semé le vent, vous récolterez la tempête. Condamné à mort. Mais la Cour suprême du Colorado annule le verdict pour vice de procédure. La loi sous laquelle Packer a été condamné n'existait pas au moment des faits. Finalement, ce sera 40 ans de prison. Les années passent, en cellule, il reçoit la visite d'une journaliste qui croit en son innocence. Elle fait campagne pour lui et en 1901, il est libéré. Le cannibale des montagnes sort, vieillit, brisé et devient végétarien. Et il meurt 6 ans plus tard, seul. Mais ça ne s'arrête pas là. Un siècle plus tard, des scientifiques exhument les os des 5 victimes. L'analyse révèle des preuves accablantes. Aucune des victimes n'a été tuée par balle. 4 crânes montrent des fractures causées par des coups de hache. De nombreuses marques de couteaux sur les os révèlent un décharnement méthodique. Pour eux, les preuves suggèrent que Packer a utilisé l'hiver comme réfrigérateur naturel. Alfred avait encore menti, ce n'était pas la faim, mais de la chasse. Aujourd'hui encore, son nom reste gravé dans les montagnes. Certains en rient, d'autres frissonnent. Mais une chose est sûre, dans les monts San Juan, quand le vent souffle fort, on jurait parfois entendre des voix sous la neige. Des voix qui demandent à être laissées en paix. Le désastre militaire japonais.
Janvier 1902, la guerre entre le Japon et la Russie est inévitable. Il faut s'entraîner à survivre dans le froid. Un exercice hivernal est lancé dans les monts Hakoda, une chaîne volcanique aussi belle que meurtrière. En hiver, la neige y atteint parfois 10 mètres d'épaisseur et le vent peut souffler à plus de 100 km/h. L'état-major veut tester ses soldats dans le pire environnement possible. Alors, 2 régiments sont désignés, le 31e d'Hirosaki et le 5e d'Aomori. C'est ce dernier qui nous intéresse, 210 hommes choisis parmi 3000. Leur mission, rejoindre une station thermale à 20 km de là, traverser les monts Hakoda, puis revenir. Une marche censée durer 2 jours. Il est 6h55 du matin quand les hommes quittent Aomori. Le froid mord déjà la peau, mais le ciel, il est clair. Les traîneaux chargés de vivres et d'équipements ralentissent la colonne. Les soldats peinent dans la neige. Vers 16h, ils atteignent le sommet du mont Umatateba, à seulement 4 km de leur objectif. Mais à ce moment-là, le ciel s'assombrit. En quelques minutes, le vent se lève, la neige tombe à l'horizontale. Un blizzard d'une violence extrême. Alors, on abandonne les traîneaux, et les soldats s'enfoncent dans la forêt de Hirasawa, espérant trouver la station thermale toute proche. Mais il n'y a aucune visibilité, impossible de continuer. On creuse dans la neige pour y passer la nuit, beaucoup tremblent déjà de froid, d'autres toussent ou délirent. Mais les ordres sont stricts, attendre le matin. Et le lendemain, la température chute encore. Il fait moins 41 degrés, un record absolu jamais égalé au Japon. Les boussoles gèlent, les chemins disparaissent, les officiers ordonnent le repli vers la base. Mais personne ne sait où elle se trouve réellement. Certains soldats à bout de force s'effondrent dans la neige et ne se relèvent plus. D'autres enlèvent même leurs vêtements, croyant ressentir une chaleur soudaine. Le déshabillage paradoxal, un des derniers signes avant la mort par hypothermie. Des soldats sont retrouvés en sous-vêtements, gelés, les bras encore tendus vers le ciel. Quelques-uns cherchent instinctivement à se terrer, à creuser la neige pour s'y cacher. C'est le comportement de terrassement terminal, le cerveau qui, avant la faim, se raccroche à un réflexe animal. La marche n'a absolument plus rien de militaire. C'est une fuite, un pur carnage. Le major de l'opération, Yamaguchi, doit être porté par ses hommes. Il n'y a presque plus aucun vivre, certains brûlent leur sac pour se réchauffer quelques secondes. D'autres se battent pour un morceau de tissu sec. Sur les 210 hommes du départ, à peine une soixantaine tiennent encore debout. La troupe aurait déjà dû être de retour à Aomori. Mais le régiment ne s'inquiète pas immédiatement. Ce n'est que 2 jours plus tard qu'une équipe de secours est envoyée. Quand ils atteignent la montagne, il n'y a plus que le silence. Et la neige partout. Mais un survivant est retrouvé. Le caporal Fusanosuke Goto. Debout, figé, vivant, mais à moitié conscient. C'est lui qui racontera le cauchemar. D'autres survivants sont retrouvés les jours suivants, blottis dans des grottes, et quand les recherches prennent fin, le verdict est insoutenable. 199 morts, 11 survivants, presque tous amputés. C'est le pire désastre d'alpinisme et d'entraînement militaire de l'histoire. Alors que pendant ce temps, l'autre régiment, le 31e d'Hirosaki, qui menait le même type d'exercice, a terminé sa mission sans la moindre perte. La différence, un commandement expérimenté, des guides civils et un équipement adapté. L'armée japonaise tirera de ce drame ses leçons. Le pays comprend brutalement qu'il ne sait pas du tout combattre dans la neige, qu'il n'a ni les équipements, ni la technique. Et ironie du sort, c'est ce désastre qui va introduire le ski au Japon. Quand la nouvelle du Hakoda se répand jusqu'en Europe, elle choque. En Norvège, un pays où la neige est un terrain familier, les militaires n'en reviennent absolument pas. Alors, en signe de solidarité, et grâce à l'initiative d'un consul norvégien à Kobe, on envoie une paire de skis, les mêmes que ceux utilisés par ces soldats. Une idée toute simple, glisser plutôt que s'enliser. 100 heures de solitude. Il y a des montagnes qui fascinent et d'autres qui dévorent. L'aiguille verte, dans le massif du Mont Blanc, fait partie de celle-ci. Une pyramide de glace et de roches dressée à plus de 4000 mètres que les alpinistes respectent autant qu'ils la redoutent. En mai 2013, une jeune femme de 21 ans, Gaëlle Cavalier, va y vivre l'un des récits de survie les plus incroyables de l'histoire. Née au pied du Mont Blanc, elle rêve de devenir guide de haute montagne. Elle n'a commencé l'alpinisme que depuis 2 ou 3 ans, mais déjà, elle progresse vite. Trop vite peut-être. Elle fait partie du groupe espoir du club alpin
français enchaîne les stages, les courses, les sommets, jusqu'à ce mois de mai 2013 où elle décide de s'attaquer à un monstre, le couloir couturier, sur la face nord de l'Aiguille Verte. Un gouffre de glace de plus de 1000 mètres de dénivelé avec des pentes jusqu'à 60 degrés, un couloir que même les plus aguerris redoutent. Gaëlle monte seule par le téléphérique des Grands Montées, 3275 mètres d'altitude, le temps est mauvais, neige, vent, brouillard, elle décide d'attendre une journée, espérant une accalmie. Et dans la nuit, à 3h du matin, elle se met en route. Dans la trace, il y a d'autres alpinistes, mais rapidement, ils s'arrêtent. La neige est trop lourde, la pente trop instable, eux redescendent, elle continue, seule. C'est sa première erreur, et peut-être la raison pour laquelle elle survivra. Vers 7h du matin, Gaëlle est encore visible, puis plus rien. Le brouillard tombe, le vent se lève et la neige recommence à tomber. Elle grimpe encore, mais la pente se durcit. La fatigue devient écrasante. À environ 4000 mètres, elle comprend, elle n'a plus la force de continuer. Mais derrière elle, descendre serait pire. Chaque pas en arrière, c'est le vide. Alors, elle fait ce que son instinct lui dicte. Elle creuse un trou dans la neige. Un abri minuscule, juste assez grand pour y tenir recroquevillé. Son seul refuge est sa prison. Elle y restera 100 heures. Le temps perd toute forme, le jour et la nuit se confondent, elle entend parfois les grondements sourds des avalanches, le vent qui hurle sur les parois, le froid lui mord les pieds, les doigts, le visage, la faim se tait vite, remplacée par la peur. Elle prie, elle parle à Dieu, à elle-même, à la montagne, elle se souvient de ce qu'elle aime, de cette promesse qu'elle s'était faite, devenir guide. Mais personne ne sait où elle est. Elle est partie seule sans prévenir, et plus bas, à Chamonix, ses proches croient qu'elle est simplement partie s'entraîner. Les jours passent, le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne n'est alerté que le 16 mai, 4 jours après son départ. Les hélicos tournent dans le secteur, mais ne voient rien, son trou est invisible, camouflé dans la paroi du couloir couturier. Le temps joue contre elle, et pourtant, elle tient plus. 5e jour, Gaëlle ne sent plus ses jambes. Elle glisse lentement dans le sommeil, celui dont on ne revient pas. Dans un rêve, elle voit un alpiniste approcher, une radio à la main lui annonçant « Les secours arrivent ». Quand elle ouvre les yeux, rien. Mais au bord de son trou, une lumière, une nuance bleue comme un signal. Alors elle se lève, tremblante, engourdie, mais vivante. Au même moment, une fenêtre météo s'ouvre enfin. Un hélicoptère décolle à l'aube avec 3 hommes à bord. Le pilote, le treuilliste et Jeff Mercier, secouriste de Haute-Montagne. Quand il survole le couloir, il la voit, une silhouette rouge debout dans la neige qui agite les bras. À l'hôpital de Sallanches, elle est consciente. Hypothermie sévère mais lucide. Son corps a résisté à ce que presque aucun autre être humain ne peut endurer. Elle perdra plusieurs orteils à cause des gelures, mais pas sa volonté. Les semaines suivantes, elle réapprend à marcher, puis à grimper, et 4 ans plus tard, le 18 mai 2017, elle publie son livre « 100 heures de solitude ». L'histoire qu'on vous raconte aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous a plu, on remercie les collègues de Sportrash d'être venus, et n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne. En plus, ils ont la partie 2 de notre vidéo sur les pires histoires de plongeurs, donc n'hésitez pas. C'était Mélie, Ikuzen et Trekim, ciao tout le monde.